À la seconde où on se parle, une simple requête envoyée à une intelligence artificielle consomme à peu près l'équivalent énergétique d'une ampoule allumée pendant quelques minutes. Ouais, c'est vraiment dérisoire à l'échelle individuelle. Exactement. Et pourtant, avec cette infime fraction d'électricité, des millions de personnes sous-traitent des tâches analytiques ou même créatives. Des choses qui, avant, auraient demandé des équipes entières d'experts, quoi. Des semaines de travail acharné et des capitaux massifs. En fait, on n'est pas à l'aube d'un bouleversement historique, on est déjà en plein dedans. Complètement. Et le plus déroutant, je trouve, c'est que cette transition colossale se déroule dans un silence presque total. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on lance une exploration approfondie d'un concept vraiment fondamental développé par Sam Altman, qu'il appelle The Gentle Singularity, donc la singularité douce. Un terme très bien choisi, d'ailleurs. Oui, très juste. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment on a déjà franchi cet horizon des événements de l'IA, sans même s'en rendre compte, et voir à quoi vont ressembler concrètement nos prochaines années. Alors, l'analogie de l'horizon des événements est parfaite. En physique, on le sait, c'est ce point de non-retour autour d'un trou noir où les règles classiques s'effondrent. On ne peut plus rien prédire de ce qui se passe au-delà. C'est ça. Et technologiquement parlant, on l'a franchi. Le décollage de la superintelligence numérique est amorcé, mais ce qui est fascinant ici, c'est le contraste entre cette réalité et la science-fiction. Ah oui, pas de Terminator dans les rues, quoi. Exactement. Pas de conscience artificielle qui pirate les codes nucléaires en une nuit. La réalité est beaucoup plus banale. Des centaines de millions de personnes confient des tâches vitales à ChatGPT au quotidien. Ce qui rend ce système déjà plus puissant que n'importe quel humain ayant jamais vécu. Et pourtant, ça nous semble déjà banal. C'est juste un onglet de plus sur notre navigateur. C'est fou. C'est ce paradoxe de la normalisation, en fait. On a créé des modèles capables de raisonnement, et la phase la plus incertaine, le grand saut dans le vide de la recharge, c'est derrière nous. La question n'est plus si ça va arriver, mais à quelle vitesse? Ouais. Et si on regarde la chronologie, c'est brutal. On parle pas de la fin du siècle, là. En 2025, on a eu les agents capables d'un vrai travail cognitif. Le codage informatique a changé pour toujours à ce moment-là. Et ensuite, 2026, donc notre année actuelle, on voit des systèmes capables de trouver des idées novatrices, des novel insights, comme ils disent. Des connexions intellectuelles qu'aucun humain n'aurait pu formuler seul. C'est pas juste du copier-coller de données, hein. C'est une vraie navigation dans des milliards de paramètres. Pour structurer une protéine ou résoudre des problèmes de cryptographie, par exemple. C'est ça. Et cette capacité de raisonnement abstrait, c'est la base pour l'étape suivante, projetée pour 2027. L'arrivée de robots capables d'effectuer des tâches dans le monde physique. C'est la suite logique, non? Si le système comprend la friction, la gravité, l'équilibre, il peut animer un robot. Tout à fait. Passer de l'algorithme au monde réel demande une compréhension spatiale phénoménale. Et ils y sont. Ce qui nous amène direct aux années 2030. Une décennie d'abondance extrême. L'intelligence et l'énergie seront tellement accessibles que ce qu'une personne pourra accomplir sera spectaculairement supérieur à 2020. Mais on a du mal à le réaliser. Oui, à cause d'un truc que j'appellerais l'escalade des attentes. Ah, intéressant, comment ça? Imaginons qu'on donne à l'humanité une vraie baguette magique. Le premier jour, on fait léviter une plume. On est émerveillé, c'est un miracle. Ouais, la magie existe. Mais dès le lendemain, on exige que la baguette fasse léviter une voiture. Et on râle si elle tremble. On s'habitue à la magie. On passe d'un paragraphe bien écrit à l'exigence d'un roman entier. Et parfait du premier coup, évidemment. Voilà. On s'émerveille devant un diagnostic médical, puis on trépine parce que l'IA n'a pas encore sorti le remède définitif. C'est très humain comme réaction. Et c'est exactement ainsi que se déroule cette singularité douce. Les miracles deviennent une routine. Une simple commodité, quoi. Puis un prérequis, ce qu'on appelle les tables stakes. L'adaptation psychologique est tellement rapide qu'elle agit comme un anesthésiant. On ne voit plus l'infrastructure muter derrière. Mais justement, parlons-en de cette infrastructure. Parce que pour passer de la plume à la voiture, il faut une puissance de calcul colossale. Et beaucoup de ressources, oui. C'est là que je me demande, comment on soutient cette accélération sans épuiser la planète? La réponse du texte, c'est la boucle d'auto-amélioration. C'est un point clé. Les scientifiques disent être déjà 2 à 3 fois plus productifs. Faire une décennie de recherche en un mois, c'est ça. On utilise l'IA avancée pour accélérer la recherche sur l'IA. C'est une version embryonnaire de l'auto-amélioration récursive. Et ça sort des serveurs pour aller dans le monde physique, La boucle vertueuse physique, oui. Les robots construisent d'autres robots. qui construisent des chaînes d'approvisionnement, des mines, des data centers. C'est dingue.
Mais du coup, l'empreinte actuelle, c'est quoi là? J'ai des stats assez surprenantes là-dessus. Je t'écoute. Une requête ChatGPT moyenne, c'est environ 0,34 Wh, donc un four allumé un peu plus d'une seconde, hein. C'est très peu, unitairement. Et pour l'eau, 0,0000085 gallons, environ un quinzième de cuillère à café d'eau par requête. C'est fascinant. L'efficacité par action cognitive est remarquable. Mais le problème de l'échelle reste entier. Parce qu'on multiplie ce quinzième de cuillère à café par des milliards de requêtes chaque jour. Exactement. La charge globale devient colossale. C'est pour ça que la boucle d'auto-amélioration est vitale. L'IA doit elle-même trouver comment optimiser les réseaux et inventer de nouvelles sources d'énergie. Comme la fusion nucléaire, pour éviter l'effondrement écologique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan économique. Au niveau des coûts de production, Oui, l'auteur affirme que le coût de l'intelligence va converger vers le prix de l'électricité. qu'est-ce qu'il veut dire par trop bon marché pour être mesuré? Eh bien, reprenons ton exemple de la baguette magique, ou plutôt de l'imprimerie. Avant Gutenberg, reproduire un livre exigeait de payer un moine. Pendant des années. Son gîte, son couvert, sa formation. Ça coûte très cher. Et ça prend du temps. Mais si l'intelligence devient un pur produit mathématique, généré par des robots et de l'énergie abondante, le coût marginal s'effondre. Le papier, c'est la puce et l'encre, c'est l'électricité. C'est une commodité illimitée. D'accord, mais là, on touche au paradoxe des emplois. Si l'intelligence devient aussi abondante que l'électricité, que reste-t-il à faire pour nous, les humains? Historiquement, l'humanité s'adapte toujours. Pense à la révolution industrielle. Oui, mais là, c'est le travail cognitif qui est automatisé. C'est vrai, mais notre avantage à long terme, c'est notre biologie. On est programmé depuis des millénaires pour nous soucier des autres humains, pas des machines. On cherche le statut, l'empathie de nos semblables, quoi. Exactement. Il y a cette anecdote très parlante dans le texte. Imaginons un agriculteur de subsistance d'il y a 1000 ans. Celui qui lutte tous les jours juste pour manger. Oui, s'il regardait nos métiers d'aujourd'hui, genre consultant en marketing, il penserait qu'on a de faux emplois, qu'on joue à des jeux pendant qu'on a la nourriture garantie. Ah oui, c'est sûr. Et dans 1000 ans, ou beaucoup plus tôt, nos descendants penseront la même chose de nos carrières actuelles, même des métiers très sérieux comme chirurgien ou avocat. Ils diront que c'était des faux emplois. Et que c'est l'heure de gloire des idea guys, ceux qui ont des idées. Ceux dont on se moquait dans les startups, tu sais, parce qu'ils ne savaient pas coder. J'ai l'idée du siècle, mais je ne sais pas la fabriquer. Voilà. Mais si l'industrie construit un cerveau pour le monde qui exécute tout instantanément, ces créatifs deviennent les rois. La seule limite, c'est la qualité de l'idée. Je dois faire une objection là-dessus, quand même. Parce que psychologiquement, l'humain tire beaucoup de fierté de l'effort, non? Absolument. Le labeur a une valeur. Si créer un jeu vidéo ou une entreprise demande juste une phrase à une IA, la valeur de l'effort humain ne va-t-elle pas s'effondrer? On risque pas de déprimer, en fait. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est une inquiétude valide. Mais dans les années 2030, malgré ces changements radicaux, les humains continueront à aimer leur famille, À faire du sport, à nager dans des lacs, comme le dit l'auteur. à exprimer leur créativité. Pense à la photographie. Elle n'a pas tué la peinture, elle l'a libérée du besoin d'être hyper réaliste. Ah, c'est un super argument. Ça a donné l'impressionnisme. L'adaptation est notre plus grande force. Le travail fastidieux disparaît, mais le besoin de sens demeure. C'est un beau tableau. Mais il y a quand même un gros risque pour arriver à cette utopie sans encombre. Le champ de mine de la sécurité. Le problème de l'alignement, c'est la condition de survie absolue. Il faut garantir que ces systèmes agissent selon ce que l'humanité désire vraiment, et pas juste sur le court terme. Sinon, une super intelligence qui optimise un mauvais objectif, ça fait des ravages. L'exemple des réseaux sociaux est parfait pour illustrer ça. C'est vraiment une IA mal alignée en fait. C'est le cas clinique, oui. Ces algorithmes comprennent nos failles. Ils savent que l'indignation ou la peur captent mieux notre attention que la nuance. Ils exploitent l'amygdale pour maximiser l'engagement au détriment de la santé mentale et de la société. Donc si on applique ça à une IA qui gère le monde physique, c'est terrifiant. Cela soulève une question importante sur la concentration du pouvoir. La superintelligence doit être bon marché et largement disponible. Pas concentré entre les mains d'un seul PDG ou d'un seul gouvernement. Surtout pas. Il faut donner une grande liberté aux utilisateurs, mais à l'intérieur de limites sociétales très larges. Et qui décide de ces limites? C'est là qu'il faut un vrai débat mondial, non? Sur ce qu'est l'alignement collectif. C'est le défi de la gouvernance partagée. Bien plus complexe que le défi mathématique lui-même, peut-être. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? La singularité, on l'a dit, c'est pas un mur vertical. C'est une courbe exponentielle lisse. Voilà, une courbe lisse.
Quand on regarde 2030, ça a l'air insurmontable, mais en la vivant au quotidien, l'évolution semblera gérable. Tout comme on a digéré l'arrivée des smartphones, jour après jour. C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est un rappel que les compétences de demain ne seront pas techniques, mais conceptuelles. Tout le monde pourra créer. L'imagination est le nouveau code. Mais ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice, pour clôturer. On disait que nous sommes programmés pour nous soucier des autres humains. Oui, notre biologie nous ancre socialement. Mais si, dans ce futur où l'intelligence est gratuite, nos amis IA deviennent de meilleurs confidents, s'ils sont plus patients, plus drôles, de meilleurs profs que les humains, Le confort d'une entité qui ne te juge jamais? exactement, est-ce que notre biologie saura vraiment faire la différence du... Le vrai défi des années 2030, ce sera peut-être pas de sauver l'IA. Mais de sauver notre intérêt pour les autres êtres humains. Voilà, je laisse cette idée infuser pour ceux qui nous écoutent. C'est un vertige à méditer, en attendant la prochaine étape de cette courbe exponentielle.